Donc, pour ce fait du mois de cette première émission, nous allons accueillir Gilles Salé, étudiant haïtien en Master 2 au KJ. Donc, Gilles, tu reviens d'un séjour en Haïti. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes impressions sur la reconstruction et comment les Haïtiens vivent ces projets de reconstruction? D'accord, bonjour. Mais avant de parler de reconstruction, il faudrait déjà dire que le séisme n'a pas créé le problème, il n'a fait qu'aggraver les problèmes qui existaient avant. Que ce soit au niveau de la problématique de l'État, on avait un État qui ne répondait pas aux besoins de la population et qui n'émettait pas des politiques publiques pour répondre aux attentes sociales. Et même pour le logement, la plupart des sinistrés aujourd'hui ne vivaient pas dans de bonnes conditions avant le séisme. Donc ce sont des problématiques qui reviennent et qui sont encore pires après le séisme. Mais en ce qui concerne la reconstruction, euh, pour reprendre les propos de M. Reynaud, le directeur du KJ, il faut une refondation politique d'Haïti. Derrière la construction symbolique des immeubles et du palais national et de certains ministères. Et il faut arrêter de considérer l'aide comme une ressource. Et si vous voulez, aujourd'hui, la plupart des projets du gouvernement, on voit apparaître Haïti, le pays le plus pauvre du monde, enfin le pays le plus pauvre de l'hémisphère, et qui devient comme une marque de fabrique aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a les ONG qui vendent de la misère à l'étranger. Et je ne pense pas qu'on aura du développement en vendant de la misère à l'étranger. Donc voilà ce que je pense. Donc en fait, la question que nous posons-nous, c'est que les sources quant à l'information de ce qui se passe réellement en Haïti sont assez opaques. Même l'histoire haïtienne est assez opaque dans les médias internationaux. Est-ce que vous pensez que la reconstruction peut se faire sans une mise à plat de cette histoire, une mise à plat de la situation d'Haïti vis-à-vis de la communauté internationale? Justement, je pense qu'il faut arrêter de considérer l'étranger comme un donneur de leçons. Parce que dans toute l'histoire d'Haïti, la communauté internationale a joué un rôle important dans le sort d'Haïti aujourd'hui, avec bien sûr la complicité des élites haïtiennes, que ce soit au niveau de l'indemnité versée à la France, l'occupation américaine, les interventions des Nations Unies, et même pour l'intervention des Nations Unies, si vous voulez, il faut que le président fasse la demande pour que les Nations Unies viennent sur le territoire haïtien. Donc il y a eu une complicité des élites haïtiennes. Mais par rapport à ça, il y a un vrai manque de coordination entre les ONG et le gouvernement. La communauté internationale, depuis une dizaine d'années, préfère passer par les ONG pour éviter la corruption. Mais les ONG en même temps affaiblissent les institutions d'Haïti. Donc on ne va pas résoudre le problème en l'aggravant. Là, les ONG aggravent la situation d'Haïti, accroissent la dépendance du pays vers l'international. Et, et je pense qu'il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Là, on a une loi qui est supposée contrôler l'activité des ONG sur le territoire. Et la plupart des ONG aujourd'hui sont hors la loi. Elles ne sont pas enregistrées sur le territoire. Donc il faudrait déjà réformer la loi qui régit les ONG et sanctionner celles qui ne respectent pas cette loi. Mais on peut repartir encore sur le gouvernement d'Haïti. Si on n'a pas de gouvernement légitime ni de leader vraiment, on ne pourra pas vraiment repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est un jeu entre les Haïtiens eux-mêmes et la communauté internationale. Et juste à dire, on a vu que Aristide a tenté de retourner, Jean-Claude Duvalier est retourné en Haïti. Que pensez-vous de ces retours? Comment est ressenti ces retours d'anciens dictateurs? Alors, au début, il y a eu plusieurs hypothèses sur son retour. On croyait que c'était Préval qui voulait, en faisant un exilé, revenir en Haïti. Il pouvait garantir il pouvait éviter son exil après son mandat. On croyait aussi que Duvalier venait soutenir un des candidats, soit Michel Martelly, soit Madame Maniga, tous deux qui étaient proches de Duvalier à l'époque. Mais maintenant, l'hypothèse la plus probable, c'est le reversement de ces fonds. Parce qu'apparemment, la Suisse serait prête à reverser ses fonds à Duvalier, mais il faut que Duvalier puisse prouver qu'aucune charge ne pèse contre lui en Haïti. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est venu en Haïti, pour montrer qu'il n'a aucune charge vraiment qui pèse contre lui. Et je pense que c'est possible, il peut jouer là-dessus parce que la prescription est éteinte, comme on dit en droit, je pense. Et à l'époque aussi, sous Duvalier, il y avait les lois pour, qui
Les termes juridiques que je cherche. Voilà. Les lois qui régissaient les dictatures et les crimes contre l'humanité étaient faibles à l'époque. Donc, ce sera un peu difficile, ce sera vraiment difficile de le juger. Claude Duvalier a déclaré vouloir retourner à la vie politique en Haïti. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que la population est prête à revivre ça? Ou dans le climat actuel, est-ce que tu penses qu'il y a une ouverture pour lui? Bon, je pense que c'était des rumeurs, même peut-être lui a joué dessus, mais ceux qui sont heureux du retour de Duvalier sont soit des proches qui ont profité des détournements de fonds et de corruption, ou encore des jeunes qui ne connaissent pas vraiment, qui n'ont pas connu cette partie de l'histoire d'Haïti. Donc je ne pense pas vraiment qu'il pourra avoir un impact vraiment dans la politique d'Haïti aujourd'hui. Gilles, on a l'impression que chaque élection en Haïti est toujours contestée. Comment peut-on expliquer cette contestation permanente des élections en Haïti? Une très bonne question. La plupart du temps, c'est vrai, on a l'habitude de contester les résultats. Mais Haïti, c'est une société complexe aussi, qui a rejeté l'Occident et tout ce qui va avec l'Occident. Mais c'est aussi une façon pour les candidats non présidentiables de s'affirmer et de décrédibiliser le poids des candidats en tête, si vous voulez. Donc c'est une façon de mener la bataille autrement. Et donc c'est une façon pour les candidats perdants de renverser la donne et de décrédibiliser ceux qui sont en tête. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut changer avec l'élection qui arrive? Ah bon, là, ça va dépendre de qui sera à la tête du nouveau gouvernement. On a Mme Maniga, qui est une prof en droit international et en sciences politiques, et qui a d'ailleurs travaillé sur la dernière constitution d'Haïti. On a Michel Martelly, qui apparemment veut vraiment se lancer en politique, et Jules Célestin, qui devrait être écarté pour le second tour. Mais là, personne n'est vraiment au courant de la situation de la constitution en Haïti, parce que le Parlement sera contrôlé par Unité, le parti de Préval et de Célestin. Or, c'est le Parlement, la majorité, qui nomme le Premier ministre. Et ce sera là on aura vraiment une cohabitation, et le Premier ministre aura plus de pouvoir que le président. Donc là, vraiment, on aura un autre coup de théâtre, peut-être. La constitution haïtienne est plus parlementaire que présidentielle. La constitution est plutôt semi-parlementaire. Donc on a le Parlement qui nomme le Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui gère les activités et nomme le gouvernement. Mais contrairement à la France, le Parlement peut renverser le gouvernement et le gouvernement peut dissoudre le Parlement. Mais en Haïti, le gouvernement ne peut pas dissoudre le Parlement. Donc il n'y a pas d'équilibre entre les deux pouvoirs. Donc là, ça va poser vraiment un problème au niveau de la cohabitation qui va se mettre en place pour le prochain mandat. Oui, la durée du mandat est de combien? De 5 ans. 5 ans. Ouais. Renouvelable? Et le mandat d'après, c'est pas possible, mais le deuxième mandat d'après, oui, c'est possible. Ouais. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur vous, puisqu'on voit votre engagement dans les médias. Vous êtes invité quelquefois sur les radios, à la télévision, encore une fois, mais notamment sur Internet. Et je me pose la question, est-ce que c'est plus parce que vous vous sentez compétent pour intervenir, ou plutôt en tant qu'haïtien, en quelque sorte, de devoir contribuer pour son pays? J'aimerais savoir la nature de votre engagement. Bon, je ne me considère pas compétent, mais j'essaie d'être compétent. Si vous voulez, depuis très tôt dans ma vie, ma mère m'a enseigné l'amour pour mon pays. Et depuis mon départ d'Haïti pour mes études en France puis en Guadeloupe, j'ai beaucoup appris. Je me suis interrogé sur le sort de mon pays. J'ai parlé à beaucoup de profs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, c'est pas fini. Je continue encore. Et c'est bien. C'est un bon challenge, je trouve. Donc Gilles, nous avons commémoré le premier anniversaire du séisme le 12 janvier. Vous étiez présent lors du séisme l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage très humble en fait, de ce que vous avez vécu, sans rentrer dans les détails, juste donner quelques points sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu surtout?
Bon, j'étais sur la route, je conduisais, j'étais avec ma petite soeur de 12 ans. Et on était dans un embouteillage et j'ai vu la route qui a commencé à faire comme des vagues en dessous de moi. Au début, je ne comprenais pas. Mais après un moment, oui, c'était assez dur. Il y a une colline qui s'est effondrée tout près. Et j'étais proche d'un bidonville aussi. Et j'ai vu beaucoup de choses terribles. Une bonne partie du bidonville qui s'est effondrée. Et bon, c'était pas mon plus beau jour, mon meilleur jour. J'imagine que ce que tu as vécu, ça te donne encore plus de force pour agir pour ton pays. Bon, après avoir vécu une catastrophe comme ça, on voit la vie autrement, on apprécie tous les moments de la vie et les proches. Et on essaie de faire encore mieux pour soi et pour son pays. Je te remercie, Gilles, pour ton témoignage. Merci.